le chemin de fer et la destinée manifeste. C'est notre destinée manifeste que de nous déployer sur le continent confié par la Providence. Cette expression est utilisée pour la première fois par John O'Sullivan dans l'article du journal new-yorkais United States Magazine and Democratic Review en 1845. Dominique Daniel parle d'une matérialisation linguistique d'une idéologie dans la destinée manifeste des États-Unis au XIXe. Il soutient l'idée selon laquelle l'avancée jusqu'au Pacifique est inéluctable et placée sous la Providence. C'est le destin collectif de la nation américaine. La destinée manifeste sous-entend l'idée de conquête, d'un expansionnisme à l'origine d'un front pionnier en mutation permanente. Le dépassement de la frontière est facilité par les innovations comme le chemin de fer, qui permet une mise en réseau du territoire. Bien qu'ils soient une puissance nouvelle, les États-Unis ne sont pas en retard sur leurs voisins européens. En effet, les États-Unis possèdent 48 000 km de chemin de fer en 1860, soit plus que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France réunies. La mise en réseau a lieu plus particulièrement sous le Gilded Age, période marquée par la fin de la reconstruction des États-Unis au lendemain de la guerre de sécession, en 1865. Les États-Unis restent une nation agricole et rurale imprégnée de l'idéal jeffersonien, caractérisé par la promotion du petit propriétaire terrien. Cependant, ils voient émerger au même moment une puissance économique qu'ils n'avaient pas envisagée. La destinée manifeste est en cours d'achèvement et reprend à partir du Mississippi. Dans quelle mesure l'avènement de la destinée manifeste, idéal jeffersonien constitutif de l'idéologie américaine, a-t-elle été permise par les innovations telles que le chemin de fer? Quelles sont les modalités et les conséquences d'une conquête qui repose sur le paradoxe suivant, l'idéal d'une démocratie agrarienne impulsée par une forme nouvelle de modernité? Tout d'abord, destinée manifeste et chemin de fer sont deux concepts à l'origine de la construction du territoire américain. Pourquoi la conquête? La raison idéologique est prépondérante, mais ne suffit pas à tout expliquer. Les facteurs économiques sont bel et bien présents. Les nombreuses mines de l'Ouest permettraient de remédier au déficit dû à la guerre de sécession. La conquête permettrait aussi de pérenniser une nouvelle façade maritime tout en étendant le potentiel agricole. Le chemin de fer est dès lors une condition nécessaire à l'avènement de la manifeste destinée en rattachant l'Ouest à l'espace national. Il matérialise l'unification du territoire. L'État entre en jeu pour fédérer un espace jusque-là divisé. Le Congrès met en place le Pacific Railroad Act le 1er juillet 1862 qui promeut la construction du chemin de fer transcontinentaux. La construction de transcontinentaux apporte une dimension plus vaste. Le premier transcontinental est mis en place en 1864 entre l'Omaha et la Californie. S'ensuivent la Southern Pacific en 1882, la Topeka Santa Fe ou encore la Northern Pacific. De surcroît, l'Interstate Act est mis en place par l'État pour mieux contrôler la Railroad Mania qui génère une concurrence exacerbée entre les différentes entreprises. L'unification des territoires nécessite un peuplement continu jusqu'à la côte pacifique. Les migrations internes sont facilitées par le chemin de fer. Lincoln, déjà, avait affirmé vouloir essayer d'attirer les pionniers vers les richesses souterraines de nos chaînes montagneuses, le but étant, entre autres, de réduire le surplus démographique de l'Est. Le Homestead Act est signé en 1862 pour inciter à la migration, les particuliers pouvant disposer d'une terre dans le domaine public en échange de l'exploitation de cette dernière durant 5 ans. Dès lors, puisque le chemin de fer est un moyen d'unifier le territoire, il est par extension une force au service de la Providence. Le chemin de fer facilite l'avènement de la frontière. La fin officielle de la frontière est actée en 1890 et marque l'accomplissement de la destinée manifeste. L'accomplissement de cette dernière justifie la construction des transcontinentaux. L'Amérique prend alors conscience de sa dimension continentale. Cet accomplissement symbolise le passage de l'état de nature à celui de civilisation. Que signifie le passage de l'état de nature à celui de civilisation? Dans l'idéal jeffersonien, la mise en culture de la terre vierge des États-Unis est un don du ciel.
C'est ce que montre le tableau de John Gast, American Progress, peint en 1872. Les colons apportent la civilisation symbolisée par un chemin de fer qui opère la transformation du territoire. Turner est à l'origine de la théorie de la frontière, qui est l'essence de la société américaine. Le besoin des colons de conquérir un monde vierge souligne leur esprit d'initiative et d'innovation. Cet esprit d'innovation émanciperait les êtres pour les rendre plus libres. L'Ouest, dès lors, dans les années 70, et la transposition de la Terre promise est la clé de voûte de la civilisation américaine. Le chemin de fer est en plus au commencement d'une mythologie de l'Ouest. Une nouvelle civilisation se met en place, celle des cow-boys et des westerns. Buffalo Bill en est l'un des représentants. Le peintre Thomas Moran, quant à lui, immortalise le Grand Canyon et participe à l'élaboration du mythe du paradis perdu. Le parc de Yellowstone est le premier au monde et tente à préserver cette nature fantasmée. Mais c'est avant tout la naissance du western, en 1902, genre littéraire puis cinématographique repris dans les années 60, notamment avec le célèbre Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Toutefois limité par le chemin de fer lui-même. Il existe les perdants de la conquête. Les travaux de construction sont accomplis par les immigrés chinois appelés coolies, des Irlandais, des Québécois et des Mexicains. Les conditions de travail sont épuisantes voire mortelles. Aux migrants s'ajoutent les Indiens qui voient leurs espaces de vie modifiés par le chemin de fer. Ils sont peu à peu exterminés et parqués dans des réserves jusqu'au massacre de Woundini Creek où Bigfoot trouve la mort. Jacquin et Royot parlent de la fin d'un monde. Les perdants sont aussi des territoires qui se trouvent marginalisés car exclus du réseau de communication ferrée. Ceci entraîne des disparités spatiales entre les territoires traversés par le chemin de fer et ceux qui ne le sont pas. De plus, la mise en place de transcontinentaux est difficile. La Central Pacific Railroad est confrontée en 1865 au franchissement de la Sierra Nevada, tandis que l'Union Pacific devait faire face aux attaques indiennes. Les compagnies se livrent de plus en plus à une forte concurrence dans le but de maximiser leurs profits. Les dettes contractées par les compagnies les entraînent vers la faillite, comme la Northern Pacific Railroad en 1875, suite à la crise économique de 1873. Enfin, chemin de fer et destinée manifeste sont deux termes qui tendent à s'opposer. La société agrarienne de l'Ouest se trouve bouleversée par les innovations technologiques dont font partie le rail. Les Américains ont pris conscience qu'un marché national s'ouvrait à eux, accélérant le développement économique. Entre 1865 et 1910, le réseau ferroviaire national a été multiplié par 8. L'émergence de cette nouvelle puissance économique guidée par le profit met à mal les petits propriétaires terriens de l'Ouest. Le chemin de fer provoque la fin des transhumances et des cow-boys en facilitant le transport du bétail. Pour conclure, destinée manifeste et chemin de fer sont intrinsèquement liés, marquant un moment charnière des États-Unis, l'Amérique passant d'une civilisation agrarienne à une industrielle prête à asseoir sa domination. Paradoxalement, les innovations et la modernité, censées servir la destinée manifeste, finissent par mettre à mal la société rurale de l'Ouest qu'elles ont vu naître.